9h30, 10h. On est aujourd'hui en 2023, voilà, depuis bientôt 3 semaines. Comme chaque année, on prend des résolutions, mais comment les tenir? Notre entourage nous soutient évidemment dans ces moments de vie, ou bien à l'inverse, parfois, vous vous sentez seul pour affronter ces moments. Nous sommes plutôt aujourd'hui avec notre expert qui s'appelle Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Fabien. Alors Sophie, bonne année, c'est un peu tard, mais on a toujours le temps de le souhaiter. On a encore le temps, on a jusqu'à la fin janvier pour se souhaiter la bonne année. Sophie Weidemann, vous êtes donc coach de vie. Déjà la première chose, comment est-ce qu'on devient coach de vie, Sophie ? Alors déjà, moi je dirige un cabinet conseil en management à Strasbourg et je suis coach de vie et thérapeute en plus d'être consultante. Et on devient coach de vie parce qu'on fait des études, on fait une certification, parce que on fait des études de thérapie. Et pour ma part, en plus d'être coach depuis 20 ans et d'avoir mon entreprise depuis 20 ans, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le conseil, la formation et l'accompagnement des personnes ou des entreprises. Donc à un moment donné, l'expérience et la formation. Ouais, donc l'expérience et la formation. Donc si vous avez des questions à poser à notre experte Sophie Weidemann, donc aujourd'hui on va parler de coach de vie, eh bien vous pouvez les poser en nous appelant 03 88 25 15 15. Déjà première chose, quel type de problème ou de défi les clients viennent-ils généralement vous voir pour résoudre en fait tout simplement? En fait, il y a différents types d'accompagnants pour les particuliers ou d'ailleurs pour les professionnels. Et en fait, le coach, son boulot, c'est de travailler sur le comment. Le psy va travailler sur le pourquoi, le passé, etc. Le coach, il va partir du présent, d'un malaise ou d'une insatisfaction, ou alors de manière positive de quelque chose sur lequel on veut progresser. Et il va faire un état des lieux et à partir de là, proposer des étapes pour aller de là où est la personne aujourd'hui jusqu'à là où elle veut aller. Donc comment est-ce qu'on fait, par quelles étapes, et comment on permet à la personne d'acquérir d'autres compétences et de progresser. Et donc ça peut être autant sur le couple, ça peut être sur la carrière. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui était pour l'instant expert et qui va diriger une équipe d'une 20aine de personnes. C'est un métier, manager, donc là il faudra accompagner pour monter en compétences. Quelqu'un qui effectivement est à une croisière de sa vie où il se pose des questions sur un changement de métier ou des choix personnels, surtout en ce moment avec le Covid. On parlait des bonnes résolutions tout à l'heure. En fait, les bonnes résolutions de nouvelle année ont complètement changé. Le Covid a effectivement beaucoup changé la perspective des personnes par rapport à leur vie. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, on va parler justement un petit peu des résolutions parce que quand on prend des résolutions, je crois dans les résolutions les plus prises, on a en première position perdre du poids et faire du sport. Deuxième position, arrêter de fumer ou consommer moins d'alcool. Est-ce que vous pouvez aider les personnes à tenir ces résolutions ou c'est compliqué même en tant que coach de vie? Oui, bien sûr, on peut. D'abord, il y a quand même une partie qui dépend du médical, donc ça c'est pas notre domaine. Même en tant que thérapeute, je veux dire, arrêter de fumer, c'est quand même plutôt du domamen médical. Après, on peut aider, voilà. Mais il y a le côté volonté. Des limites, Il y a le côté volonté aussi, c'est non, pour ça. En fait, non, parce que alors là, encore une fois, c'est pas tout à fait. On est en borderline par rapport à mon domaine. Encore une fois, je suis pas médecin, mais en tout cas, évidemment, j'ai accompagné plus de 800 personnes. J'ai arrêté de compter il y a quelques années. Donc évidemment, j'ai entendu des personnes qui travaillaient sur ce sujet, qui n'est pas un sujet que moi je travaille, parce que c'est pas mon métier, c'est pas ma compétence. Mais quand même, il semblerait que dans la substance tabagique que vous fumez, il y a des molécules qui sont addictives. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, l'alimentation, là c'est plus dans le domaine un peu thérapeutique, il y a effectivement les neurotransmetteurs et tout un fonctionnement biologique du corps et du cerveau qui peuvent rendre difficile le fait de manger correctement. Donc là, c'est toutes les habitudes de vie qu'il faut revoir. Et ça, effectivement, c'est plus dans notre domaine. Donc vous, votre domaine, c'est vraiment... Le domaine est vaste. Oui, allez-y, je vous en prie. Moi, c'est le bonheur, tout simplement. C'est vrai. Et vous savez quoi? Très humblement. Non, mais c'est vrai. On va parler de bonheur. Alors, on va revenir dans un instant et on va parler justement de ce bonheur. Alors, c'est très intéressant. Et si vous avez des questions à poser, je vous le rappelle, 03 88 25 15 15. N'hésitez pas, les experts. Émission interactive avec Sophie Weidemann, qui est coach de vie. Alors, on est toujours avec Sophie Weidemann, qui est coach de vie. Sophie, question simple, réponse peut-être pas si simple. Comment être heureux dans la vie ?
Mais déjà, il y a un grand malentendu en Occident, c'est qu'on pense qu'on va être heureux grâce à des choses extérieures, c'est-à-dire une plus grande voiture, la femme de ma vie, des enfants, des habits, plus d'argent, voilà. Donc il y a un grand malentendu parce que à un moment donné, on pourra toujours avoir plus de ceci, plus de cela. Le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. C'est comme une alchimie de vie qui se vit à l'intérieur avec une certaine harmonie. Bien entendu, les choses extérieures vont contribuer, mais ne sont pas suffisantes. Donc c'est effectivement un certain et c'est différent pour chaque personne en fait. C'est-à-dire il y a des personnes qui vont être nourries par de la musique, il y a d'autres personnes qui vont être nourries par le silence, et donc c'est effectivement on va aider à explorer la personne en liberté parce qu'on est quand même conditionné par sa famille, par son environnement professionnel, etc. Et donc ce sera travailler avec son coach, un espace de liberté où on va pouvoir être accompagné pour comprendre qui on est, rééquilibrer ce qui ne nous convient pas, mais rééquilibrer l'intérieur et l'extérieur. Parce que si on est on travaille uniquement sur des choses matérielles, en fait, on a très peu de chances d'être heureux de manière constante, de manière profonde. Parce qu'en fait, la quête de mon bonheur n'est pas la même que la quête de votre bonheur ou que celle de Gaël qui a la technique, hein. Voilà. Ouais. Bien sûr. Alors il y a quand même des fondamentaux. En général, on aime quand même avoir une vie sociale calme, c'est-à-dire quand on est fâché avec tout le monde ou quand on a quelqu'un qu'on aime, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Enfin, le côté social ou le côté émotionnel est quand même important pour tout le monde. Mais par contre, il y a des personnes qui auront besoin de voir des gens tous les jours, d'être en équipe tous les jours, et d'autres une fois par semaine, par exemple. Mais voilà, donc il y a à la fois des fondamentaux, mais à la fois après, effectivement, on est vraiment et puis après il y a la culture dans laquelle on est, la culture religieuse, la culture professionnelle, la culture amicale ou sportive ou de loisirs, qui va effectivement nous donner envie de certaines choses ou pas d'autres, quoi. Il arrive parfois que la concurrence entre certaines personnes rende quelqu'un heureux et quelqu'un malheureux. Est-ce que vous le constatez aussi? Est-ce que c'est une forme de bonheur au final de devoir rabaisser certaines personnes pour être heureux sur certains points? C'est triste, oui, c'est triste, je dis pas le contraire. Alors, il y a différentes possibilités. D'abord, vous avez des maladies mentales, un psychopathe, voilà, c'est quelque chose qui, structurellement, il aura besoin éventuellement de faire du mal, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fonctionne pas comme tout le monde, qui peut être souvent dangereux. Après, effectivement, si on parle des neurotypiques, alors je vais être un petit peu gnangnan peut-être, mais je vais commencer par dire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais commencer par dire que quelqu'un qui fait du mal aux autres, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pas bien dans ses baskets, quelqu'un qui est satisfait, qui est heureux, il pense pas tellement aux autres. Alors encore une fois, là, c'est des grandes généralités. On est là quelques minutes ensemble, Fabien, tous les deux, avec les auditeurs. C'est bien sûr un peu grossier ce qu'on va dire là. Mais disons, quand quelqu'un vient me dire, par exemple, imaginons que j'ai une femme qui vient me voir, qui me dit, moi, je suis pas heureux au travail, ma directrice me rabaisse tout le temps. Et puis, je me rends compte, une séance, 2 séances, 3 séances, elle passe son temps à se plaindre tout le monde, elle a toujours des problèmes avec tout le monde. Moi, je vais pas essayer de lui dire, de rajouter une injonction négative encore en plus sur ce qu'elle vit en lui disant oui, enfin c'est peut-être vous qui êtes pas très sympa. Ah bah oui, chaque fois que vous venez me voir, vous vous plaignez. Non, je vais commencer à l'écouter et je vais commencer à lui envoyer de l'énergie. Donc là, c'est un peu à la limite entre le coaching et la thérapie, puisque le coaching normalement reste neutre. Je vais commencer à lui envoyer de l'énergie positive. Je vais commencer à lui dire des choses pour qu'elle puisse être nourrie de l'intérieur. Petit à petit, bien sûr, on va faire des exercices, bien sûr, on va travailler sur certaines choses, bien sûr, je vais la faire progresser, mais je vais aussi faire en sorte qu'elle soit, essayer de l'aider pour qu'elle soit plus heureuse, pour qu'elle soit plus nourrie. Et petit à petit, au bout de quelques séances, toute cette tristesse, cette colère, cette méchanceté peut-être, ou cette façon de juger les autres et de compter les points, elle va se tarir à un moment donné. Et on va aller vers le vrai sujet, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure en forme de boutade, le bonheur, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui constitue ma vie, qu'est-ce qui fait que je vais être bien, que je vais être heureuse, et puis quand je serai entière, évidemment,
ma chef, une fois, elle est sympa, moins sympa. Après, il y a effectivement des personnes, mais c'est pareil chez les chefs et chez les salariés. Hein. Oui. Parfois, vous avez des gens qui sont moins agréables que d'autres. Vous avez des gens qui savent pas manager, puisque la plupart des gens qui deviennent managers, ça commence à changer, mais très lentement. On les forme pas à manager alors que c'est un métier. Donc évidemment, ils vont faire des erreurs, pensant bien faire. Enfin bon, entre quelqu'un qui est maladroit et qui croit bien faire et quelqu'un qui est un pervers narcissique, il y a un gros fossé quand même. Hein. Ouais, mais au final, parfois la finalité est plus ou moins la même entre les deux. Hein. C'est ça. Ouais. Donc effectivement, les personnes, comme elles ont vu sur Internet que c'est un pervers narcissique, elles arrivent en disant ma chef. Hein. Et puis en fait, tout à coup, on leur apprend à communiquer autrement. On commence à se positionner autrement, à être plus sûr de soi, à communiquer clairement de quoi on a besoin. Et tout à coup, la chef, elle est plus aussi horrible. Si elle reste horrible, peut-être c'est une pervers narcissique. Mais peut-être aussi c'est moi, dans mon interaction, qui lui permet, ou au contraire, qui ne me positionne pas correctement. Donc tout ça, c'est des enjeux de relation. Et donc effectivement, notre travail, différent tout à fait que celui d'un médecin ou d'un psychiatre ou d'un psychologue, c'est quand même un travail peut-être de patience, d'accompagnement et de voir au-delà de ce que la personne nous dit, de prendre, je crois que ce qu'on leur apporte, c'est vraiment à la fois bien sûr de la formation, enfin qu'on soit formé, qu'on sache de quoi on parle et qu'on ait une expérience, mais un regard extérieur qui est, par exemple, moi j'ai des chefs d'entreprise avec qui je travaille qui n'ont pas forcément des besoins, ils vont pas mal, mais ils ont besoin d'avoir un espace où ils puissent parler à quelqu'un de manière totalement confidentielle. Il y a des choses qu'on peut pas forcément dire à sa femme, et puis à un moment donné, on n'a pas non plus envie de la gaver avec tout ce qui se passe. Et moi, je vais à la fois pouvoir comprendre les problématiques avec les enfants adolescents, mais aussi ses comptes d'exploitation, mais aussi les choix qu'il doit faire au niveau de ses employés, etc. Et donc, il aura un espace où il ne va pas être jugé, où il aura quelqu'un qui comprendra ce grand écart entre ces différents sujets, et qui pourra tranquillement l'écouter et peut-être d'abord lui donner un effet miroir, parce que souvent la personne, elle sait beaucoup de choses, mais il y a tellement d'informations qu'elle ne sait plus. Donc déjà, ce côté miroir du coach, et puis peut-être effectivement ce côté du consultant, de donner, ou du formateur, de donner des outils, de donner des conseils, de permettre de donner des exercices, etc. Oui, effectivement. Alors on va revenir pour une dernière partie dans un instant, toujours avec vous, Sophie Weidemann. Vous êtes coach de vie, on revient dans un instant. Avec Sophie Weidemann, qui est avec nous, elle est coach de vie. Sophie, pour cette dernière partie, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu des jeunes. La semaine dernière, on a fait une journée spéciale, avoir 20 ans en 2023. C'était important pour nous de les mettre en avant. Et puis, selon l'OMS, on estime qu'entre 11 et 20% des jeunes, depuis le Covid, souffrent de troubles mentaux, dont la dépression est l'un des plus fréquents. Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin, Sophie, mais est-ce que vous, en tant que coach de vie, vous pouvez aider ces jeunes, leur donner des conseils pour essayer de sortir de cette dépression, suivant l'échelle, évidemment. En fait, on a vraiment une rupture de la jeunesse depuis assez longtemps. Hein. C'est-à-dire, on a déjà cette rupture. On a eu pendant très très longtemps déjà une société qui était très stable, et donc soit il y a très longtemps on faisait le même travail que son père, et ensuite dans les années 80-90 on savait qu'on faisait des études, c'était simple. On allait gagner sa vie, et puis d'ailleurs nos parents, ils avaient travaillé toute leur vie, et à la fin de leur vie, ça y est, ils allaient gagner leur vie, tout allait bien. Et en fait, depuis les années 2000, 2005, on s'est rendu compte que tout le système a changé, puisqu'on a commencé à décider qu'avant 30 ans, on savait encore rien faire, et que après 50, on était bon à mettre à la poubelle. Et donc les jeunes ont commencé à voir qu'il y avait effectivement des anciens qui avaient été des gens corrects, honnêtes, enfin toutes les normes, et qui finalement se retrouvaient dans des grandes situations. Donc là, c'est quoi le sens de sa vie? Et puis là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui voient leurs parents travailler, et finalement, la génération Y, la fameuse génération YZ, ils travaillent, mais finalement, ils ont quoi de leur vie? À quoi ça sert de travailler? Et donc, on a une grosse question fondamentale sur ces choses-là. Et puis, le Covid a été une rupture, c'est-à-dire les gens, ils ont eu le temps de réfléchir. Et c'est pour ça qu'on a un gros problème, par exemple, sur les métiers de la restauration, où les gens, ils disent, mais au fait, qu'est-ce que je faisais de plus avoir de vie, de plus voir d'amis parce que moi je vis la nuit, et donc il y a des questions fondamentales qui sont reposées. Il y a effectivement aussi toute cette vague de gens qui sont installés à la campagne et qui en sont en train de revenir maintenant, pas tous mais une partie. Donc
On a aussi tous ces jeunes qui avant on leur disait faites des études, vous allez travailler et vous serez tranquille, et qui font des études et ils se rendent compte mais finalement mon copain il n'a pas fait d'études, il s'en sort peut-être mieux que moi ou pas. Et donc il y a plein de questions fondamentales qui sont là, et ça crée de l'anxiété, ça crée de la peur à un moment où on est en train de se construire. Je veux dire, à l'adolescence, on a bien envie de tout casser à partir du moment où la famille est stable, où elle est solide. Donc on peut faire une belle adolescence où on détruit tout, puisque en face, eh ben on a un mur, un sol, et donc on est en sécurité émotionnelle, et donc on peut faire sa révolution et pour pouvoir se construire soi-même. Et là, en fait, autour, c'est pas forcément très stable. Et qu'est-ce que je fais avec ma colère? Qu'est-ce que je fais avec mes doutes? Et donc là, on est perdu. Et ça génère effectivement à un âge où on se déconstruit, on se reconstruit, énormément d'anxiété, de peur, et également le taux de suicide qui monte. Enfin, oui, il y a un vrai sujet. Et donc là, effectivement, on fait un travail de coaching, j'allais dire, entre guillemets, classique, c'est-à-dire reposer les bases, permettre à la personne de comprendre qu'est-ce qui la rend, alors peut-être pas heureuse, là, mais déjà, on est sur la pyramide de Maslow, là, on est sur le niveau 1, c'est-à-dire la sécurité. Qu'est-ce qui va permettre à la personne de retrouver de la sécurité existentielle, de pouvoir remettre des bases solides en place dans sa vie, et de pouvoir déterminer qu'est-ce qui va la rendre heureuse, et qu'est-ce qui va la rendre bien, quels sont ses besoins fondamentaux dans un deuxième temps. Oui, l'idée en fait c'est de se questionner évidemment sur soi-même. On arrive à la fin de l'émission, Sophie Weidemann, je suis désolé, vous êtes coach de vie, où est-ce qu'on peut vous retrouver rapidement avant de se quitter? Alors vous avez mon site internet Cabinet Weidemann, ou bien vous tapez Sophie Weidemann, et là vous avez un numéro de téléphone, puisque mon cabinet est en France et en Suisse. Et voilà. En Suisse du côté de Genève, donc il suffit de m'appeler, vous avez un numéro français, un numéro suisse. Et voilà, on n'hésite pas. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Sophie Weidemann. Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.